Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. Je me présente, moi je suis Damien Grabat, je fais partie des Saprofit. On a une coopérative d'architecture et de paysage basée à Lille. Et on a été invité cette année, en ce début d'année, pour proposer un cycle de conférences à l'école d'archi. Donc aujourd'hui, c'est le premier, je me suis permis de commencer. Aujourd'hui, c'est la première conférence. Et donc le cycle qu'on a proposé, où il y a six conférences autour du grand thème de la résilience. Alors non et oui, c'est un gros mot qui a été utilisé, malmené, tout ce qu'on veut, mais en même temps, si on ne réutilise pas les mots qu'on nous a volés, on ne parle plus. Donc on s'est dit que la résilience, c'était un beau mot pour parler de ce qui nous anime, nous, au quotidien en tant que professionnels de l'aménagement, c'est-à-dire aménager les villes pour le futur, pour le présent, mais aussi pour le futur. Et vous, en tant qu'étudiant, encore plus pour le futur, parce que pour l'instant, vous n'avez pas fait grand-chose et vous ferez bientôt. Et donc, l'idée, c'est de questionner et d'écouter des professionnels qui ont une démarche et une approche qui, d'après nous, pourraient être des solutions pour nous adapter au monde qui nous attend, qui est post-carbone, post-extinction, post-sixième extinction, post-démocratie, post-plein de choses. Mais en fait, ces professionnels, ils pratiquent déjà, et donc du coup, ils ne sont pas encore dans la résilience. On n'est pas encore dans la résilience. Et ces approches-là, on les voit plus comme des actes de résistance. Et du coup, on trouvait ça bien, nous qui pensons que l'architecture et le paysage, c'est avant tout un acte politique, d'interviewer, d'écouter ces personnes-là qui ont une démarche qui pensons, dont on pense qu'elles sont politiques. Et donc ce soir, on accueille Anatomie d'architecture, qui est une scope qui existe depuis 2018. Donc je présente Alice, Raphaël et Emmanuel. On les a invités ce soir parce qu'ils ont une approche du local qui nous semble très, très intéressante. Une approche du local autour des matériaux, autour des savoir-faire, autour des gens. Ils ont sorti un bouquin l'année dernière qui s'appelle « Le tour des matériaux écologiques d'une maison ». Voilà. Presque. Les tours bref, qui est vraiment hyper beau. Je vous conseille de le voir. Il y a des dessins. Enfin, c'est vraiment hyper beau et très sensible sur ce qu'a un territoire, les matériaux qu'il y a un territoire, les gens qui composent ce territoire autour de la construction, des matériaux éco-sourcés. Et voilà, donc je vous invite à les écouter. Merci. Merci. Ok. Est-ce que le micro il marche? Oui, il marche. Oui, il marche. Eh ben, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très content de pouvoir partager un petit moment avec vous. Merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. Donc là, on est tous les trois. C'est une scope qu'on a créée avec aussi Mathis Rager qui n'est pas là ce soir. Et ouais, alors peut-être on peut commencer par dire qu'on a une présentation, on a déjà préparé une présentation qui dure plus ou moins 1h30, ça dépend. Et justement, ça dépend de vous aussi. Si jamais vous avez des questions ou des remarques ou que vous voulez participer, ce sera d'autant mieux. Du coup, attendez pas la fin pour noter vos questions et pour les poser. Vous pouvez interrompre un peu ce qu'on raconte, vous pouvez interrompre la discussion. Et du coup, les questions seront les bienvenues. Voilà, notre présentation, elle se base un peu sur comment on a commencé à travailler ensemble, pourquoi on a eu envie de faire ce qu'on va vous montrer. Et c'est une description de nos activités dans la boîte et de pouvoir échanger là-dessus, de répondre aux questions et de pouvoir dire un peu pourquoi on fait ça. Et on a axé cette présentation en particulier sur la rénovation avec des matériaux locaux et naturels par rapport à ce thème de résilience pour pouvoir se passer notamment de clim, de chauffage avec des matériaux naturels locaux, toujours avec un accent sur comment ça transforme le paysage environnant pour pouvoir avoir des constructions confortables. Donc tout ça, c'est le thème de la présentation de ce soir. Donc c'est une scope d'architecture qui a été créée officiellement juridiquement en 2021. Donc elle a un peu plus de 3 ans. Ouais. Une scope, c'est une société coopérative. Donc c'est une entreprise classique, SARL en l'occurrence, mais qui a des
des espèces de contraintes juridiques un peu plus élevées qu'une entreprise classique et qui te permet d'avoir une activité économique ancrée dans le monde contemporain, mais qui n'a pas visée capitalistique en fait, où il n'y a pas d'actionnaires qui peuvent avoir des parts et qui peuvent avoir surtout des prises de décision. C'est le pouvoir est délivré aux travailleurs, c'est-à-dire aux personnes qui sont, voilà, qui sont salariés et qui ont le droit de vote pour gérer la boîte. C'est ça, c'est pour ça quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on veut créer comme véhicule juridique pour avoir une activité normale, on a choisi la SCOP parce que ça nous permettait d'avoir une vision où chacun pouvait être moteur là-dedans et pouvoir proposer les voies, qu'il n'allait pas avoir une personne, pas une entreprise avec un chef ou une chef et différents salariés, voilà. Voilà. Que tout le monde puisse prendre part de la même manière à l'activité de la boîte, quoi. Voilà. En gros. Et du coup, cette SCOP, on l'a créée en 2021, mais en fait, on travaille ensemble depuis 2018. Et notre première activité, c'est celle qui est au milieu. C'était une activité qu'on a appelée de recherche, qui nous a donné envie de travailler ensemble. Il y a différents profils dans la boîte. C'est surtout de l'architecture, de la construction en terre, et aussi, moi, j'étais formé à l'anthropologie. Et en fait, ensemble, on a plutôt constitué un petit groupe presque de faux journalistes, où on est allé, c'est pour ça qu'on a appelé ça de la recherche, où on allait interviewer des gens qui avaient des projets intéressants avec le thème de l'éco-construction partout en France. Ça a été notre première activité, mais sinon aujourd'hui, maintenant, et on va vous la décrire juste après un peu plus en détail. D'ailleurs, c'est moi qui vais vous la décrire juste après cette petite introduction. Et sinon, à côté, on a une activité de construction et d'architecture et aussi de transmission, où là, on s'intéresse beaucoup à comment on fait pour digérer les informations qu'on apprend dans la recherche et comment on travaille pour avoir une approche la plus grand public possible pour transmettre les informations qui nous intéressent dans ce qu'on apprend dans la recherche. Donc c'est avec des formations, c'est avec un travail d'exposition, de livres, de différents ateliers pour animer tout ça. Toujours autour du thème de la construction avec des matériaux naturels. Alors, la première activité, qui est l'activité de recherche, c'est l'activité qu'on a menée en septembre 2018. Ça s'appelle le Tour de France des maisons écologiques. Et notre idée, c'était de faire donc un tour de France bien organisé à l'avance, où on est parti de Paris, on est revenu à Paris. Et l'idée, c'était de visiter une trentaine de maisons qui avaient des systèmes constructifs alternatifs à la construction conventionnelle et essayer de les documenter. On s'était fixé un petit cahier des charges pour pouvoir les analyser et les comparer. C'était que de la construction neuve, c'était que entre 80 et 120 mètres carrés bâtis, et c'était avec des prix au mètre carré abordables. L'idée, c'était de créer du contenu qui soit appropriable par monsieur, madame, tout le monde, dans l'idée de base. Et bien sûr, ça a soulevé plein de questions sur tous les sujets, notamment sur la construction neuve. On a aussi pu analyser des maisons qui étaient en dehors des critères de 80 à 120 mètres carrés, beaucoup plus petites. Et voilà, c'était un peu le but. Du coup, il y a des maisons où il y a essentiellement de la terre, essentiellement de la paille, des mix de plein de matériaux. On a analysé une yourte aussi, on a analysé avec du chanvre, plein de constructions, de typologies de constructions différentes. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'était prendre le temps de rencontrer les porteurs de projets, les personnes qui avaient en grande partie construite leur maison. Il y a eu beaucoup d'autoconstruction dans ces constructions alternatives, mais pas que. Et du coup, c'était des personnes qui connaissaient leur projet de construction sur le bout des doigts. Et c'était intéressant de passer du temps avec eux pour savoir pourquoi ils avaient choisi tel et tel système constructif, qu'est-ce qui les avait animés là-dedans. Est-ce que c'était pour des questions écologiques? Est-ce que c'était pour des questions économiques? Est-ce que c'était pour des questions d'identité? Par exemple, la maison en container rouge, tout en haut à gauche, c'était pas du tout ni pour des questions écologiques ni économiques, c'était plutôt pour avoir envie d'avoir une maison qui est complètement différente de ses voisins. C'était pour se démarquer, se sentir bien chez soi dans un lieu exceptionnel et pas avoir la maison comme tout le monde, par exemple. Donc on a interviewé toutes ces personnes-là, recueilli des données chiffrées assez importantes sur les quantités de matériaux, leur provenance. Donc ça, c'est les différentes maisons. Et ce qu'on a fait, c'est des dessins. Ça, c'est Raphaël qui s'est occupé de faire ces dessins-là, pour avoir une charte graphique commune et pour pouvoir analyser toutes les maisons sur le même pied, essayer de se détacher des stéréotypes où on se dirait que peut-être qu'une yourte, on ne va pas l'analyser parce que c'est trop catégorisé dans une typologie de personnes. Du coup, on ne va même pas pouvoir se poser la question de son écologie en termes de système constructif. L'idée de redessiner toutes ces maisons de la même manière, que ce soit une maison rectangulaire, blanche,
avec un toit à double pan ou bien une yourte, c'était justement de pouvoir les mettre plus ou moins sur le même pied et de regarder exactement ce qu'il y avait des fondations à la couverture. C'est là qu'est né le nom anatomie d'architecture. C'était pour se permettre de disséquer une maison et de regarder objectivement le plus froidement possible, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là. Est-ce que c'est une maison en botte de paille, c'est certainement super écolo, mais s'il y a 76 tonnes de béton de ciment dans les fondations, peut-être que ça vaut le coup d'en parler, de voir s'il n'y aurait pas d'autres solutions potentielles, et de se demander, est-ce que c'est vraiment très écologique, enfin, essayer de questionner tout ça, le vrai bilan carbone de ces constructions. Bon. Peut-être un de vous deux veut présenter la Bauge, parce que là c'est long, non? Ouais, rapidement, je pense. Ça, c'est la première maison qu'on a vue de tout le Tour de France. On en a vu 30. On l'a vue en Normandie. Et on aime bien cette maison parce qu'elle représente très bien notre nom, le projet Anatomie d'architecture, avec, comme dit Manu, cette volonté de regarder ce qu'il y a surtout à l'intérieur des murs et même parfois dans le sol. Cette maison, c'est la première qu'on a montrée, qu'on a publiée sur je sais pas, les réseaux sociaux, qu'on a envoyé à des copains et tout, qui nous disaient, mais attendez, genre, c'est quoi cette maison? Vous êtes sûr qu'il y a il y a un intérêt à parler de ça? Enfin, on dirait une maison, un pavillon, tout ce qu'il y a de plus standard. Euh, et en fait, cette maison, c'est devenu peu à peu notre préférée et celle qu'on aimait le plus raconter de tout le Tour de France qu'on a fait. Parce que cette maison, en fait, son intérêt fondamental et principal, il est vraiment presque uniquement quand on regarde justement de quoi elle est faite. Et cette maison, en fait, elle est assez unique au monde. C'est-à-dire que c'est une maison quand on regarde les matériaux qui la composent, leur provenance, comment ils ont été mis en œuvre, en fait, c'est vraiment une maison extrêmement jusqu'au boutiste. Dans la mesure où cette maison, ses fondations, elles ont été faites en pierre, c'est des fondations cyclopéennes. C'est des pierres qui ont été récupérées sur une grange effondrée pas loin, son soubassement aussi. Sa structure, c'est de la bauge, donc c'est de la terre mélangée avec de la paille qui a permis de faire ces 6 grands piliers qui sont des piliers porteurs, qui portent la charpente qui est en Douglas, qui vient d'une forêt de l'Orne qui est à 20 km, et toute l'isolation non porteuse en botte de paille entre les poteaux en bauge, elle provient d'un voisin agriculteur qui est à 5 km et qui a fourni toutes les bottes de paille. Donc c'est vraiment le projet peut-être le plus complet et le plus jusqu'au boutiste qu'on ait vu de tout le Tour de France. Et c'est vraiment, voilà, là on voit un petit peu l'illustration de ce que je racontais avant, les pierres récupérées pour le soubassement, la charpente, l'isolation et la terre sous différentes formes, à la fois en porteuse, sous forme de briques, qu'on voit un petit peu là à cet endroit-là, et puis enduite sur les bottes de paille côté intérieur. Et c'est une maison qu'on a plaisir à montrer, et on a plaisir à avoir. On n'a pas la coupe? Non, on n'a pas la coupe. Bon, normalement, on a une coupe de cette maison, une grande coupe qui montre tout ce qu'il y a dans cette maison, et notamment ce qu'il y a dans le sol et dans les fondations, jusqu'à la toiture, et qui illustre bien notre volonté une maison écologique, fondamentalement, normalement, elle n'a rien à cacher. C'est-à-dire que si vraiment on veut être jusqu'au boutiste, il faut montrer, d'après nous, plutôt des photos de chantier, où en fait on s'intéresse à ce qu'il y a dans les fondations, de qu'est-ce qui constitue la structure porteuse, est-ce qu'il y a eu des endroits où il y a des concessions qui ont été faites. Voilà, parce que souvent, c'est ce qu'on a découvert, c'est que le diable se cache beaucoup dans les détails et souvent beaucoup dans le sol, effectivement. On va voir une des façons qu'on a eu de représenter ces constructions. Et ça, c'est typiquement le genre de petit livrable qu'on a eu dans ce projet de recherche. C'était on est rentré, on avait des classeurs remplis de tableaux avec des chiffres dans tous les sens, de différentes sortes, et on a essayé de les synthétiser, par exemple, sous forme on a un petit graphique en haut à gauche qui donne les différents matériaux qui composent la maison principaux, leur quantité, donc qu'est-ce qui constitue vraiment la maison, et leur provenance. Et il y a un peu de chaux effectivement dans la maison, et elle vient de Saint-Astier, qui est dans le Lot, là où en Dordogne, qui n'est pas du tout en Normandie, par exemple. Il y a aussi les quantitatifs sur le mode de construction. Là, on voit en vert toutes les personnes non rémunérées et en blanc les personnes professionnelles. Et on a fait des petites synthèses où on essaye de mettre en perspective les différents capitaux, ce qu'on appelait des capitaux, c'est-à-dire les capacités des différents porteurs de projets, et quels étaient leurs profils qui ont permis que le projet réussisse. Donc là, typiquement, c'est un projet qui avait un mini capital économique,
mais un capital temps et un capital technique assez important, ce qui a fait qu'ils ont mis peu d'argent dans les matériaux, mais beaucoup de temps personnel, et ils étaient un peu aguerris à l'éco-construction. Et là, on le voit en perspective avec les différentes autres maisons qu'on a pu voir, et on voit des profils très différents entre, par exemple, la Bauge qu'on a ici. On a aussi vu des carters qui sont des toutes petites habitations où on est sur un principe d'économie de moyens, ça se voit en 2 secondes. On parlait de la yourte tout à l'heure, on voit pareil que c'est extrêmement léger. Voilà, on ne peut pas rentrer en détail dans tous les graphiques. Mais on voit par exemple la paille porteuse, où on se rend compte que la paille est ici et que le béton qui constitue ses fondations est en fait le matériau numéro 1 de cette maison. Voilà, pareil pour les types de chantiers, où on voit des chantiers qui ont nécessité énormément de main-d'œuvre avec beaucoup de personnes non professionnelles, donc des choses faciles à mettre en œuvre mais laborieuses, et inversement des choses qui sont peut-être un peu plus techniques et qui requièrent moins de monde mais des professionnels aguerris. Voilà, d'autres informations sur les délais, la compacité, etc., etc. Et ça a pris cette forme-là, voilà, où l'idée c'était vraiment de dire qu'on pouvait avoir une vue hyper panoramique sur des modes de construction très très différents et de les réunir dans un bouquin en les traitant, en les logeant à la même enseigne. On parlait des carters tout à l'heure, voilà, on voit cette petite hutte qui est toute petite, et ben on fait une espèce de vraie coupe, un peu comme ferait un archi, enfin quasiment comme une coupe à l'échelle 1/10, quoi. Et on détourne les codes de l'archi pour parler des choses très informelles comme ça. C'était ça la démarche. C'était notre premier projet de recherche, le Tour de France des maisons écologiques, qui nous a fait démarrer notre collaboration. Et on a ensuite fait un second projet de recherche qu'on a appelé cette fois-ci le Tour des matériaux d'une maison écologique, parce qu'on a pu... Quoi ? Ah oui, il est extrêmement dur à prononcer ce nom. Qui est un peu différent du premier, parce que cette fois-ci, c'est un projet de recherche qu'on a organisé autour d'un seul projet, et ce projet, c'est nous qui l'avons mené. Et ce projet, il s'appelle le Costil. Le Costil, c'est le nom de l'endroit qu'on a sous les yeux, là, qui est en Normandie. Dans la Normandie, loin de la mer et tout ça, qui est plutôt à mi-chemin entre la région parisienne et la mer. Donc c'est vraiment la campagne, hein, c'est la Normandie assez rurale, quoi. Et c'est un projet, vous allez voir, où on a essayé quelque part de mettre en pratique et de s'appliquer à nous-mêmes toutes les observations et toutes les conclusions et toutes les critiques qu'on avait pu tirer et émettre du Tour de France des maisons écologiques. Par exemple, de s'intéresser aux détails, à ce qu'il y a dans le sol, à regarder vraiment, parler de ce qu'il y a dans les murs, etc. Donc ce projet, c'est le Costil. Après la sortie du premier bouquin et la sortie du Covid également, il y a 2 personnes qui nous ont contactés, qui s'appelaient Rodolphe et Yoshimi Landman, qui nous ont dit qu'ils avaient été intéressés par notre projet de recherche. Et ils avaient acquis cet endroit, qui est un domaine, et qui s'appelle le Costil, où ils ont envie pas du tout de mener une vie de châtelain. Ils ont envie de créer un lieu qui sera un lieu démonstrateur pour plein de types de nouvelles pratiques différents. Il y a différentes échelles. Il y a des projets par exemple de libre évolution de la nature, où il y a des grandes parcelles de plusieurs hectares, où en fait la nature va reprendre ses droits, la faune et la flore vont reprendre leurs droits aussi, voilà, observés par des naturalistes, des spécialistes, etc. De la production agricole alternative, il y a des projets de permaculture, d'agroforesterie, il y a eu beaucoup de plantations déjà de vieux arbres fruitiers aux tiges, etc., etc. Et le lieu est déjà activé, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ouverture au grand public, il y a de la sensibilisation, etc. Et le troisième volet, c'est celui de l'éco-construction, et en l'espèce de l'éco-rénovation, parce que dans cet endroit, sur ce domaine, dans le Costil, il y a aussi du bâti, comme on le voit, et qui est à rénover parce qu'aucun aucun bâtiment n'était habitable quand on a découvert le lieu. Le projet pour lequel ils nous ont appelés, c'est pas ce château qu'on voit là. Ce château, il est encore en cours de programmation. Ça ne va pas devenir un projet du tout privé, ça va être un lieu qui va recevoir du public, qui va recevoir des résidences de naturalistes, de chercheurs, d'artistes, des classes pour apprendre sur la biodiversité, la production agricole, etc. Le projet dont on va vous parler, c'est une maison, et c'est la maison de Rodolphe et Yoshimi, et eux, ils souhaitaient plutôt s'installer là-dedans. Ici, là, la petite longère qu'on voit à côté. Donc, en ayant vu notre travail sur le Tour de France des maisons écologiques, ils nous ont sollicité pour des raisons
parce qu'ils ont vu qu'on était architecte et qu'on connaissait un peu la construction, mais aussi parce qu'ils voulaient pousser les curseurs assez lourds en matière de rénovation écologique. Et on est parti juste simplement de l'existant, de cette base, de la maison telle qu'on la trouvait. Elle n'était même pas comme ça quand on l'a trouvée, on ne pouvait même pas la voir. Donc on a arraché le lierre pour un peu voir ce qui se cachait en dessous. Et avec quoi on démarrait. Et après avoir analysé ce bâti, découvert cette maison, on leur a proposé un cahier des charges en plusieurs points qui, à notre avis, devaient être les points cardinaux pour la suite. C'était en premier lieu et absolument préserver au maximum le bâti existant, garder vraiment au maximum cette petite maison en briques, pour plusieurs raisons. Parce que si on cherche à agir en tant qu'architecte, constructeur de façon écologique, il faut toujours privilégier le déjà là. Enfin, maintenant on le sait, mais bon, c'est bon de le rappeler quand même. Il y a des études qui ont été produites par l'ADEME, par exemple, qui a démontré qu'à surface égale, en rénovation, on arrive à en moyenne utiliser en gros 40 fois moins de matériaux en quantité, en poids, que dans de la construction neuve. Voilà, lisser sur ce qu'on construit chaque année, ne serait-ce qu'en France, c'est absolument énorme. Donc c'est une première chose. Après, il y a la question aussi de la qualité du bâti ancien. En fait, cette petite maison, comme on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce coin de la Normandie, en fait, elle a l'air de rien. Elle n'a pas été habitée depuis 40 ans, mais en fait, quand on zoome dessus, on voit des appareillages de briques qui sont assez incroyables. Il y a de la brique vernissée, il y a plein de petites frises, il y a plein de petits détails, des jambages, enfin, plein de choses qui aujourd'hui seraient quasiment du luxe dans les standards de construction neuve actuels. Et c'est vrai qu'on avait sollicité des maçons locaux qui n'avaient pas trop l'habitude de bosser avec de la brique et qui nous disaient que oui, un mur en brique comme ça aujourd'hui, ça coûte absolument pas moins de 600, 700 euros du mètre carré et que voilà, il faut être, c'est vraiment de la haute couture en fait si on veut commencer à reconstruire des murs en brique comme ça. Donc il y avait cette logique-là, vraiment de tout garder. Donc ça donnait ça. Ça c'est la maison telle qu'on c'est la base en septembre 2020. Et on a fait un long travail d'analyse pendant les phases de conception, de dépôt de permis, etc., de qu'est-ce qu'on pouvait conserver dans la maison. Et là, on voit en avril 2021, c'est ce qu'on a réussi à garder de la maison au maximum. C'est-à-dire qu'on avait une partie qui était à moitié effondrée ici, qu'on a dû démonter. On a gardé toutes les briques, on en a récupéré 2000, on en a fait autre chose après, vous verrez. On a dû déposer la toiture, on a consolidé le bâti, et ça a été la base du projet. Donc ça a donné un projet en deux parties, avec à gauche les pièces de jour, qui sont plutôt dans la partie rénovée. On a refait la toiture, déposé la vieille charpente, reposée. Et une partie droite, on a réussi à conserver un mur périphérique dans lequel on a vu s'insérer avec une partie en bois, inspirée des pans de bois, du colombage qu'on trouve dans le village à côté, à Sapornouge, absolument partout, c'est la Normandie. Et qui a donné ça à la fin, un projet avec d'un côté le salon et de l'autre côté une chambre au rez-de-chaussée, une chambre à l'étage, et puis les pièces d'eau, les toilettes, les rangements, etc. Voilà. Et là, on a un petit aperçu de l'intérieur de la partie rénovée. Voilà, ça c'est un petit aperçu de ce que ça donne. Ce qui est chouette, on a pu faire des jolies photos, et puis ça montre qu'on peut pousser les curseurs assez loin, tout en ayant le droit de mettre plein d'efforts dans les finitions, dans la joliesse architecturale des choses, et qu'on a le droit de mélanger un peu les influences et les codes. Mais ce qui nous intéresse vraiment surtout, c'est ce qui se cache dans les murs, et c'est ce qui se cache dans ce projet, son projet de recherche associé, avec le reste du cahier des charges. Du coup, pour la suite du cahier des charges, en effet, une fois qu'on est parti du postulat qu'on allait plutôt rénover au maximum que construire pour limiter l'emprise au sol et garder toutes les richesses de cette maison, un des gros critères qu'on s'est mis comme contrainte, c'était d'utiliser que des matériaux à 100 km autour du projet. D'une part pour limiter le transport et du coup l'empreinte écologique, mais aussi pour aller à la découverte du territoire et des savoir-faire, puisqu'il y a toujours des humains qui sont derrière la production des matériaux et leur transformation. Et ça nous intéressait vachement aussi de voir
comment sont transformés les matériaux et leur chemin, d'où un peu ce tour des matériaux d'une maison écologique. C'est parce que aujourd'hui, on ne se pose jamais la question de comment sont produits les matériaux et d'où ils viennent. Typiquement, dans l'alimentation, on va se demander est-ce que la tomate que j'achète, elle est de saison? Est-ce qu'elle vient de loin? Est-ce qu'elle est bio ou pas? Et on a une image aussi derrière la tomate de l'agriculteur qui est en train de la cultiver. Par contre, quand on achète une plaque de placo ou un panneau de laine de verre, personne ne sait ce qu'il y a dedans. On a difficilement une image de comment c'est produit et on sait encore moins tout le chemin d'où ça vient. On est plus proche des chemins du textile que de l'alimentation, quoi. Du coup, voilà, c'était un peu pour sensibiliser aussi sur ces questions-là. Et du coup, cette image, cette mosaïque des matériaux du territoire, c'est pour nous plus l'image du projet limite que l'image du projet d'architecture, parce que ça montre toutes les ressources du territoire, autant matérielles que humaines. Du coup, on a découvert plein de choses. On a découvert comment on cultive le chanvre, une briqueterie traditionnelle pour voir finalement quel est l'impact de la production d'une brique de terre cuite. On a découvert les forêts du coin avec un bûcheron scieur qui fait une culture raisonnée, le débardage à cheval et qu'est-ce que ça peut impacter de débarder à cheval plutôt qu'avec une grosse machine. Quel impact ça peut avoir autant d'un point de vue écologique que social. Et c'est toute cette découverte-là qui a mené sur le projet de recherche et aussi sur le projet d'architecture. Du coup, après avoir un peu sillonné le territoire et découvert tous ces matériaux, il y a 8 matériaux qui ont été choisis pour la construction du projet, qui viennent à peu près tous de 100 km autour du projet, à part le bardage en châtaignier qui vient d'un peu plus loin et les pavés de bois, parce que même quand on veut être le plus jusqu'au boutiste possible, il y a toujours des impasses ou des matériaux qui nous paraissaient vraiment intéressants et qu'on a quand même mis en place. C'est en anglais, en effet. Du coup, là, on retrouve un peu la charte graphique et la volonté toujours de montrer l'anatomie de l'architecture jusqu'au bout, donc de rien cacher, notamment ce qu'il y a dans le sol. Donc c'est pour ça que on a aussi un peu tiré, le but c'était un peu de se baser de tous les enseignements du Tour de France pour essayer de questionner ces enseignements et justement de prendre en compte ces enseignements pour le projet. Donc typiquement de faire attention dans les fondations à ne pas mettre 76 tonnes de béton de ciment, à réfléchir à l'excavation des terres et quel type de fondation pouvait être la plus intéressante. Du coup, ça c'est un peu l'anatomie du projet avec d'un côté la partie rénovée et d'un côté la boîte en bois qui vient s'insérer dans l'emprise du bâtiment existant pour ne pas prendre sur de nouvelles emprises au sol. Et ici, du coup, on voit les 8 matériaux locaux qui ont été choisis, tous pour plein de raisons. La première, c'est la brique de réemploi, parce que après avoir visité une briqueterie ancienne, on s'est rendu compte qu'il fallait énormément d'énergie pour produire une brique de terre cuite, même si on pourrait penser que c'est... Ah pardon, c'est où ? Ah pardon, on vous écoute, on est un peu aveuglé par la lumière. Oui, en fait la forme du toit c'était plutôt un geste architectural. Il y a plein de raisons à ce toit. D'ailleurs il a été dessiné de différentes manières, même au permis il n'avait pas encore cette inclinaison-là. Mais en gros c'était d'une part pour... une raison esthétique et rentrer un peu dans les codes de l'architecture contemporaine, parce que le but c'était un peu de montrer que tu peux faire une architecture avec que des matériaux naturels locaux, mais être en soi instagrammable, ou en tout cas pouvoir communiquer dessus dans des magazines d'archi, pour qu'on puisse en parler et qu'il y a peu toujours une vision passéiste des matériaux naturels. Et aussi il y avait un peu l'idée de la noue centrale qui récupère les eaux de pluie et qui vient les redistribuer après vers une mare de phytoépuration. Et en plus ça augmente la face sud aussi pour du coup en termes de bioclimatique c'est assez intéressant. Donc, voilà. C'était pour plein de petites raisons, mais c'était pas l'élément phare du projet non plus. Du coup, pour continuer sur les matériaux, donc le premier matériau c'est la brique de réemploi. Oui, donc pour dire que la production de briques de terre cuite, en fait, c'est très impactant
en termes d'émissions de CO2 parce que c'est chauffé très longtemps à haute température. Du coup, même si au final c'est fait avec de l'argile, c'est quand même très impactant et ça nécessite beaucoup de temps. Du coup, en plus, les briques qui avaient été faites, c'est des briques anciennes et aujourd'hui, on ne fait pas du tout des briques de cette qualité-là, ni avec cette résistance. En plus, il y a des briques vernissées, etc. Du coup, l'idée, c'était de réutiliser ce matériau plutôt en réemploi pour ne pas recréer de l'énergie. Et elles ont été utilisées soit pour réparer des parties du bâtiment, soit pour réaliser une terrasse en calade à sec, qui est un système de terrasse qui permet de faire une terrasse perméable à l'eau et du coup de ne pas imperméabiliser les sols. Le deuxième matériau, c'est le robinier qui servait au pieu de fondation. Ça, c'est toujours dans l'idée de ne pas utiliser du béton dans les fondations. Et en plus, c'est un système de fondation qui excave très peu de terre. L'excavation des terres, c'est très impactant aujourd'hui, autant sur les sols, sur l'impact sur les sols et sur l'imperméabilisation des sols. Et on aimait bien aussi l'idée que ça puisse être un matériau qui en soi est compostable dans le temps ou puisse s'enlever dans le temps, donc qui a vraiment l'impact minimum sur les sols. Et ces pieux de robinet sont, en gros, ils sont enfoncés dans le sol et au-dessus, il y a un soubassement en pierre cyclopéenne pour venir asseoir le bâtiment. Ça, c'est ce qu'ils font de la partie en bois. Donc, on est toujours dans le système de l'ossature. Le troisième matériau, c'est le bois Douglas, qui permettait de réinterpréter le colombage en faisant une ossature bois qui est contreventée en écharpe, donc avec ses diagonales, qui permet de ne pas utiliser des panneaux de contreventement industriels, et, parce qu'on est toujours dans l'idée d'enlever aussi les membranes plastiques, les panneaux industriels, etc. Et de s'inspirer aussi des savoirs traditionnels. Et le Douglas, on pourra le voir plus en détail, mais c'est un bois aussi qui est un peu emblématique de la monoculture du bois. Donc ça nous permettait aussi de parler de comment on peut faire une culture raisonnée et son impact. Le terre-chanvre pour l'isolation dans la partie bois, qui est toujours dans la réinterprétation du torchis qui vient dans le colombage, mais en plus allégé. Les quenouilles, qui sont un mélange de terre et de foin enroulés autour d'un petit bout de bois. C'est un peu l'ancêtre du poutrelle ourdi. Et ces petits éléments, ils viennent se clipser, en gros, s'insérer entre les solives du plancher. Et c'est un super isolant acoustique et ça amène aussi de l'inertie et de l'isolation dans le bâtiment. On a enfin le liège de réemploi qui était plutôt pour isoler les soubassements pour les parties qui étaient sujettes aux remontées capillaires. Et enfin, les finitions en pavé de bois qui sont en fait des fenêtres et des portes qui sont du coup désossées. Enfin, tous les déchets de fenêtres et de portes, il y en a des centaines de milliers chaque année, qui sont du coup réutilisés par une entreprise qui s'appelle Atelier Rare et qui fait du parquet avec ces déchets de fenêtres et de portes. Et les ganivelles de châtaignier qui permettent de faire un bardage qui est non traité et non usiné, du coup utiliser le matériau brut, toujours pour éviter les matériaux industriels qui viennent de loin. Du coup, tous ces matériaux, on les retrouve dans cette suite du cahier des charges qui était de réactualiser les savoir-faire anciens. Donc ça, on en a déjà parlé avec notamment la réinterprétation du colombage et du torchis, mais aussi du coup l'utilisation des pieux de bois qui se faisaient anciennement en France, notamment sous Notre-Dame et les châteaux de la Loire. Les quenouilles, pareil, c'est vraiment toute la réutilisation des techniques traditionnelles. Concevoir une maison low-tech, c'était ce que disait Manu au début, c'est-à-dire utiliser les matériaux naturels pour le confort. C'est-à-dire que la terre, par exemple, elle va amener de l'inertie et du coup amener du confort d'été et va permettre de se passer de clim. Pareil, la terre, elle a la capacité de réguler en gros les transferts de vapeur d'eau et de réguler l'humidité de l'air intérieur, ce qui fait que ça permet de se passer de par vapeur à l'intérieur quand on a des enduits terre et à l'extérieur, il y a un enduit chaud sous le bardage en ganivelle qui permet de se passer de par pluie. Pareil, tous les isolants biosourcés, ils ont une forte densité. Enfin voilà, c'est toutes les caractéristiques des matériaux naturels qui permettent d'amener du confort dans la maison et aussi de s'adapter au bâti ancien, puisque le bâti ancien, il a besoin de respirer. Et du coup, ces matériaux-là ont cette capacité, alors que les matériaux industriels, en général, ne l'ont pas. Et il y a aussi la forme de la maison qui permet une bioclimatique avec une ventilation naturelle, des brise-soleil, etc. Le projet du COSTIL, c'était aussi l'occasion d'encadrer, ou de faire encadrer par d'autres professionnels de chantiers écoles.
Et c'était l'idée d'ouvrir le public, de réfléchir à comment on peut ouvrir le chantier au public, pardon. C'est-à-dire inviter des personnes qui sont non professionnelles de la construction, en tant qu'artisans en tout cas, à venir participer sur un chantier, à se rendre compte qu'en fait, les techniques peuvent être en fait simples et appropriables par tous, et on peut mieux comprendre peut-être ce qu'on raconte quand on a pratiqué sur un chantier. En tout cas, c'était notre idée, c'était d'ouvrir le plus possible et de réfléchir à comment on peut produire de la construction et de temps en temps en se passant des entreprises. Donc on a ouvert 2 chantiers écoles. L'idée c'était que le premier c'était un chantier sur les quenouilles, ce que Alice racontait. Il y avait 15 personnes, il y avait un formateur, Luc von New Ice, et en gros c'était son lui, en gros, il a encadré le groupe pour faire. Là, c'était vraiment ultra résilient, vu que c'est le thème de la soirée. On part à pied de la maison et on fait en réalité moins de 500 mètres. On va dans la première forêt sur laquelle on tombe. Il se trouve que c'est la forêt qui est encore sur la parcelle, mais ça aurait pu être n'importe quel endroit. On va couper des rejets de noisetiers et de châtaigniers, donc des petites branches fines, des petites perches fines vertes qu'on coupe, vu que c'est du bois vert, on vient de le couper. On le ramène, on prend le foin de la prairie d'à côté, la terre argileuse du voisin d'à côté, et hop, en pas longtemps, on arrive avec des matériaux qui ont nécessité aucun outillage technologique pour être transformés, qui ont nécessité aucune machine pour être transportés. C'est que des humains qui ont transporté toutes ces matières-là, pour les mélanger également. Enfin, en gros, qu'avec des humains non expérimentés et un encadrant, l'idée c'est d'arriver à produire donc ces matériaux de construction qui là ont servi à remplir le plancher, mais peuvent tout à fait servir à remplir des murs aussi à la verticale, ces quenouilles ou appelées fusées aussi. Et donc voilà, c'était pour permettre à des gens de voir qu'ils étaient capables de faire ça très facilement, de produire eux-mêmes leurs matériaux de construction. C'est là où c'est très résilient, c'est que quand on parle des usines qui produisent des matériaux dont on ne peut pas deviner le chemin, dont on ne peut pas avoir d'impact dessus ni de gestion, voilà, c'est tout le contraire. Si tu sais couper une branche dans la forêt, si tu sais jouer avec de la terre et de la paille, en fait, tu sais produire des matériaux de construction très très facilement si on t'a montré une fois. Tu es très vite autonome. Et le deuxième, c'était l'autre chantier dont tu parlais, la calade. Donc c'est le fait de maçonner des éléments sans mortier. Donc c'est pas de les maçonner, c'est de les encastrer les uns avec les autres de manière très très rapprochée pour qu'on puisse marcher sur le sol et que ça ne puisse pas bouger. C'est ça le but. Et comme ça, l'eau de pluie peut passer et surtout l'humidité qui est dans le sol peut s'échapper par ce sol et ça permet de marcher autour de la maison sans avoir les pieds trempés. C'est ça le but. Voilà. Et c'est encadré par l'atelier Inkipit, qui est un atelier avec des paysagistes, des architectes, des constructeurs, qui nous a beaucoup inspiré aussi et qui était capable d'animer justement ce genre de chantier, de venir n'importe quand, d'encadrer une équipe de non-professionnels et arriver à faire quelque chose de très qualitatif en termes de construction et de très efficace. Donc une autre volonté qu'on avait à travers ce chantier, c'était aussi le fait de partager et transmettre les différentes informations. Et en fait, nous, on est resté peut-être plus de 16 semaines sur place en tout et pour tout. Des résidents sont restés à chaque fois une semaine sur place. Et le but du jeu, c'était aussi de rendre ce projet-là intéressant pour tout le monde qui s'intéresse à la construction écologique le plus possible, mais aussi surtout pour toutes les personnes qui habitent dans ce village-là, qui sont en train de raser tous les jours des constructions en briques de terre cuite, qui sont considérées comme des ruines. Il vaut mieux les raser et construire un pavillon en maison sur catalogue dans la foulée. Et c'était aussi de dire, ok, en fait, peut-être qu'on peut rénover ce que vous considérez comme des ruines et essayer de devenir copain avec vous pour que ça puisse être intéressant pour vous de voir qu'en fait, avec des matériaux naturels, on arrive à avoir énormément de confort dans ces maisons qui sont complètement délaissées parce que considérées comme pas assez confortables pour vivre et pas assez modernes. Du coup, c'était un peu le but du jeu. Donc, on a fait énormément de relations avec tous les voisins, avec toutes les personnes du village. Et à la fin, on a invité tout le monde à une énorme fête de chantier. C'était pour faire vivre le chantier autre que le monde des architectes, des entreprises de construction. Et puis après, c'est fini. Non, là, c'était le but du jeu, c'était de créer une grande exposition, de créer une grande fête, de faire souvent venir du monde et d'expliquer ce qu'on faisait étape par étape. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire ça. Et oui, parce qu'on a créé une exposition sur ce projet-là de recherche. On a interviewé des gens, dessiné. Et c'était le moment où on a accueilli tout le monde. La première inauguration, c'était dans le château que Raphaël vous a présenté tout à l'heure. Et on a aussi réalisé des petits films qui sont dans cette exposition, qui nous permettent de remettre des images
sur le chemin des matériaux, les différentes personnes qui sont derrière les ganivelles de châtaignier, leur vie, enfin se plonger un peu dans les différents univers, et, parce qu'on considère que c'est intéressant. Et du coup, voici un extrait, il y a 8 vidéos, et là c'est une vidéo qui mixe les 8 en très court. C'est une bande-annonce en fait. L'expo est en ce moment. Non, c'est pas longtemps qu'on le dit. Ah, si, tu peux le dire. L'expo était en Normandie, à Rouen, puis à Montpellier. Et elle est en ce moment à Lyon, où elle est encore visible au CIE de Lyon, si vous y passez bientôt, jusqu'à fin novembre. En gros, cette année, on a fait la même chose que ce qu'on a fait en Normandie, mais à Lyon, parce que le CIE de Lyon nous a loué cette expo-là pendant un temps très long, et du coup, on a pu animer des formations, des ateliers et de la recherche sur le territoire lyonnais. Quand on parle de résilience et de ce qu'on a fait en Normandie, l'idée aussi, c'est de se dire qu'en fait, c'est réplicable dans tous les territoires, en PACA de ce qu'on fait tous les jours, et en Ile-de-France, que tu as des projets d'archi, et aussi à Lyon, par exemple, quand on est appelé pour aller sourcer les différents matériaux qui nous semblent pertinents pour la rénovation. Voilà, c'est réplicable dans tous les territoires. Il y aura la carte à la fin. Ça bouge pas. Mais vous en faut beaucoup de foin pour. Donc voilà, et l'idée c'est de retrouver des... Non, je connaissais pas. L'avantage de la quenouille, c'est qu'elle est faisable, je dirais, avec très peu d'énergie, très peu de mécanique. Allez, mettez vos casques. Douce. Mais un cheval, il a une plus-value écologique, il a une plus-value sociale. Et ces deux plus-values-là, elles sont jamais comprises. Jamais. Je le mets en traction, le contrepoids tire, comme ça, et je tourne. Ok, donc ça c'est l'exposition dont on vous parlait il y a 2 secondes. Donc c'est des dessins qui en fait retracent la même chose que les films, la même chose que ce qu'on a vécu pendant les 2 ans d'études et de chantier en Normandie. Et à chaque fois avec l'idée d'interviewer des personnes qui sont extérieures au chantier pour problématiser, politiser les enjeux autour des matériaux de construction. C'est sur la provenance, sur la transformation, sur l'intérêt pour le bâtiment, sur l'intérêt à toutes les échelles, enfin sur la mise en œuvre et sur l'intérêt pour le bâtiment, et aussi sur le versus, c'est-à-dire si on n'avait pas utilisé ce matériau local, naturel, pour telle et telle technique, on aurait utilisé son versus conventionnel, par exemple de la laine de verre pour isoler. Et donc ça nous permet aussi de mettre un pied pour parler des matériaux de construction conventionnelle industrielle, parce qu'on trouvait que c'était très dur de savoir comment aborder ce sujet-là, et on a trouvé ce versus à la fin pour pouvoir en parler. Bon. Et cette exposition, elle a donné lieu aussi à un 2e livre qui approfondit le travail d'Expo, où on a interviewé des journalistes, notamment Gaspard Dalens, et qui parle de la gestion forestière, entre autres, mais aussi plein d'autres personnes qui ont beaucoup travaillé sur leur sujet, en particulier la gestion du bois, la santé avec les matériaux de construction en général. Une infirmière qui s'appelle Sophie Frein, qui est vraiment très intéressante sur le sujet de toutes les maladies qu'on a à cause des matériaux de construction dont on parle peu finalement. Voilà. Donc ça, c'est un livre qui est sorti, comme tu disais, l'année dernière. Et maintenant, place au Tier Lab des transitions. Voilà. On est jusqu'à quelle heure d'ailleurs? Parce que ça va. Ok.
Ok, bon, bah, c'est super alors. Du coup, maintenant qu'on vous a présenté un peu les deux projets de recherche qui nous ont animés jusqu'il n'y a pas si longtemps, puisque le livre est sorti l'année dernière, là c'est un peu plus l'activité marseillaise, le Tiers Lab des transitions. C'est une activité... Un petit mot comme tu veux. Raphaël va partir bientôt puisqu'il a un train pour Paris. Du coup, bah, dis un petit mot avant qu'on fasse le Tiers Lab. Merci, c'est un honneur de parler devant vous. Je vais rester encore pendant 5 minutes, donc c'est un peu gênant pour moi de rester. Ah non, mais c'est pas grave si on n'a pas le temps de... Non, mais c'est juste, non, mais c'est pas grave. Vous avez parlé des autres trucs. Non, c'est juste pour dire que les autres projets qu'on a à Paris et ailleurs en ce moment, plutôt côté archi, parce que là, on va parler plutôt de la constru, du côté de Manualis. Il y en a quelques-uns en cours et qui essayent de répliquer la démarche qu'on a eue au Costil en région parisienne, où on a un projet en face du bois de Vincennes où on essaie de mettre en œuvre des matériaux essentiellement franciliens. Et le chantier a commencé la semaine dernière. Il y aura 3 chantiers participatifs si vous êtes intéressé pour des personnes qui pourraient être parfois en région parisienne. On va faire des quenouilles, du terre-paille, des enduits de terre, la pose de bottes de paille. Et tout ça à 10 minutes en RER de la station Bastille. Donc n'hésitez pas. Et on réplique aussi ça dans le Perche possiblement dans un autre projet sur les bords de Loire dans peu de temps. Enfin, voilà. Donc c'est juste pour dire que dans la pratique archi, on essaye de répliquer ces espèces d'anatomie d'architecture dans tous les territoires. Et par exemple en Provence, où Manualis bosse quotidiennement, et je vous rends la parole, et je m'en dirai discrètement à un moment donné. Merci Raphaël. Du coup, en effet, c'est plus aussi pour parler un peu de comment on travaille sur la rénovation en milieu urbain. Alors avec le contexte marseillais qui est un peu différent climatiquement que le contexte lillois, notamment en termes de pluie, mais qui a quand même plein de similitudes. On aime bien la pluie quand même. Du coup, le Tiers Lab des transitions, c'est un tiers-lieu sur la transition écologique dans lequel on travaille actuellement. Mais on est arrivé sur ce tiers-lieu avant qu'il soit créé. En fait, on est arrivé il y a maintenant presque 3 ans sur ce tiers-lieu, 2 ans. Et en gros, au départ, c'était juste un grand parc privé qui était encore habité par une famille dans cette petite villa au fond. Et en fait, ce bâtiment était un lieu de travail pour une SCOP qui s'appelle le LICA, qui voulait créer un tiers-lieu sur la transition écologique, accompagné par l'ANRU et une foncière qui s'appelle la foncière Belleville. Et du coup, ils ont racheté ce lieu pour le rendre accessible au public parce que, au final, c'est un lieu assez exceptionnel. C'est un grand parc en plein centre-ville de Marseille qui est du coup très agréable et c'est assez rare les parcs dans Marseille. Donc voilà, c'était intéressant de rendre ce lieu accessible au public. Et du coup, le but de ce tiers-lieu sur la transition écologique, c'est de parler un peu de tous les thèmes de la transition écologique. Donc il y a une guinguette qui fait de l'alimentation solaire, il y a un Fab Lab où ils réutilisent ils font du recyclage de plastique pour faire des choses. Enfin voilà, il y a une entreprise de réemploi. Et le but, c'est que les résidents qui viennent travailler dans ce tiers-lieu, parce qu'il y a une partie coworking, soient que des entreprises de l'économie sociale et solidaire et actrices de l'écologie. Mais du coup, quand on est arrivé sur ce lieu, il n'était pas encore rénové. Il y avait eu un permis de construire qui était déposé pour réhabiliter le bâtiment, mais ils ne savaient pas trop, en fait, dans le détail, comment ils allaient le réhabiliter. Et du coup, on est un peu tombé au bon moment, disons, parce que l'architecte, elle n'avait pas trop envie de continuer dessus. Elle n'était pas très à l'aise techniquement, ni sur le bâti ancien, ni sur la construction écologique. Et du coup, on a accompagné finalement toute la suite du projet avec la foncière et la SIC. Du coup, on a eu différents rôles sur ce projet. C'est ça qui peut être intéressant à voir aussi pour des étudiants en archi. Du coup, sur cette bâtisse principale, on est arrivé plutôt en conseil et AMO et on a été artisan pour les finitions. Ici, il y a un Fab Lab qui a été... il y a une grange qui a été aménagée en Fab Lab où là, on avait à la fois le rôle d'architecte et d'artisan.
Et ici, il y a un bâtiment qui n'existait pas dans le projet initial, qui est actuellement notre bureau, et qui est un petit chantier démonstrateur qu'on a fait qu'avec des matériaux naturels de la région, un peu à l'image du Costil, mais avec les ressources naturelles de PACA, et en beaucoup plus petit. Du coup, avant tout, on a encore une fois fait une carte sur les matériaux naturels de la région pour un peu inventorier les ressources de la région, autant pour ce travail de tiers-lieu que pour notre activité d'artisan, parce que on est aussi artisan spécialisé dans les constructions en terre crue, et pour être artisan avec des matériaux naturels dont la terre, il faut bien connaître les gisements pour du coup utiliser des terres locales, parce que la terre c'est vite très lourd, donc si elle vient de loin c'est un peu moins intéressant. Et il y a en plus en PACA plein de ressources intéressantes pour l'isolation qu'on mélange souvent avec la terre, notamment la paille de riz, il y a du liège local, de la paille de lavande. Enfin, c'est une région en fait qui est hyper riche en ressources naturelles, et c'est un peu dommage parce que l'éco-construction n'est pas encore hyper développée là-bas, alors que pour le coup elle a vraiment beaucoup de richesses en termes de ressources et de savoir-faire. Du coup, ça c'est le premier bâtiment qu'on a rénové, donc c'est la grosse bâtisse au milieu du dessin que vous avez vu au début, la bâtisse principale qui accueille aujourd'hui des bureaux, coworking et un peu l'accueil du tiers-lieu. Et en fait, c'est un bâtiment qu'on aime bien montrer parce qu'il est vraiment typique de la rénovation du bâti ancien dans les centres-villes urbains. Alors là, c'est du bâti en pierre, c'est ce qu'on a beaucoup à Marseille, c'est de la maçonnerie pierre, mais ça peut être assimilé à de la rénovation de briques ou de n'importe quel bâtiment en fait, qui a été construit avant les années 50, donc en briques, en pierre, en terre. Souvent, c'est à peu près les mêmes problématiques qu'on retrouve sur ces bâtiments. Et ce bâtiment-là, du coup, il était vraiment typique de ça parce qu'il avait beaucoup de problèmes d'humidité. C'est ce qu'on peut retrouver dans le bâti ancien à cause de mauvaises interventions qui ont été faites dans les années entre 70 et 2000. Du coup, il avait des enduits imperméables en extérieur et en intérieur, ce qui fait que du coup, la pierre ne pouvait pas respirer et il y avait de l'eau qui s'infiltrait par le bas des murs et qui ne pouvait pas s'évacuer. Du coup, ça créait des gros problèmes d'humidité dans le bâtiment et qui peut aller jusqu'à démolition du bâtiment. Du coup, ce qu'on a conseillé aux maîtres d'ouvrage, c'est tout d'abord de tout décrouter. Donc, ils ont décrouté tous les enduits intérieurs et tous les enduits extérieurs pour laisser respirer les murs et qu'ils s'assèchent. Et il y a eu aussi quand même des reprises de fondation tout le long parce que le bâtiment était plus du tout fondé, donc forcément l'eau s'infiltrait, et un drain périphérique. Du coup, c'est un peu ce qu'on préconise souvent dans le bâti ancien, même dans les appartements marseillais, il y a souvent des problèmes d'humidité et ça se retrouve dans les autres grandes villes avec du bâti en pierre ou même en terre à Lyon par exemple. Et ici sûrement plus en briques, même si je connais moins le bâti ancien du coin. Et du coup, souvent, ces revêtements, même le placo laine de verre qu'on met pour isoler les logements aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on a des subventions pour isoler les logements, mais on ne se demande jamais comment on isole le bâti ancien. Du coup, on met des matériaux d'isolation qui sont imperméables, qui vont créer des problèmes d'humidité, et en plus, des fois, qui vont créer de l'inconfort, parce qu'ils vont aussi enlever le gain qu'on a avec l'inertie du mur existant, parce que ces murs en pierre, les murs en terre, les murs en briques, ils ont quand même souvent une bonne inertie, c'est-à-dire que ça va amener du confort d'été, et du coup ça fait que le bâtiment est frais pendant l'été. C'est ce qu'on ressent dans les vieilles maisons de campagne qui ne sont pas isolées justement. Et du coup, quand on isole par l'intérieur ces logements avec un doublage, on perd cette capacité-là, et du coup on est obligé de rajouter une clim derrière. Du coup, ce qu'on leur a préconisé, c'est de venir pas faire une isolation, mais plutôt une correction thermique. Alors ici, c'est en chaux-chanvre, mais ça peut exister aussi en terre-chanvre, en terre-paille, etc. Là, c'était parce qu'il y avait un artisan qui savait faire ça dans le coin et rapidement, parce qu'il y avait quand même des délais assez courts. Et du coup, c'est juste une correction thermique chaux-chanvre sur les murs en pierre intérieurs, qui fait de 4 à 10 cm selon les faces, et qui va en fait suffire à amener du confort dans le bâtiment, parce que ça va isoler un peu, mais ça va aussi conserver l'inertie. Et après, il y a une finition en enduit terre dessus. Et la terre et le chanvre permettent de réguler l'humidité de l'air, ce qui fait que ça aide aussi dans le temps à avoir un taux d'humidité qui est confortable dans le bâtiment. Du coup, voilà, ça c'est une manière de rénover le bâti ancien avec des ressources naturelles, même si du coup la chaux, pour le coup, dès qu'on peut, on l'évite parce que c'est un matériau qui est adapté au bâti ancien mais qui n'est pas du tout écologique. C'est
pas aussi polluant que le béton, mais c'est quand même chauffé à très haute température. Du coup, dès qu'on peut utiliser de la terre, il vaut mieux utiliser de la terre. Et du coup, là, on a fait 300 mètres carrés d'enduit terre dans ces bureaux. Donc, ça permet d'une part d'amener le confort de la terre crue, mais aussi de pouvoir montrer les enduits terre en milieu urbain, parce qu'en fait, on ne voit pas souvent ce matériau-là encore. Enfin, il y a encore beaucoup de gens qui se demandent à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, etc. Et là où on est assez content dans ce bâtiment, c'est que cet été, il faisait quand même très chaud à Marseille. Et les gens, quand ils rentraient, il y en a beaucoup qui ont demandé s'il y avait une clim dans le bâtiment, alors qu'il y a 0 clim, parce que c'était frais. Et du coup, ça montre que en fait, juste une correction thermique avec des matériaux naturels, ça peut suffire à amener du confort, alors que si on écoute juste les normes et les chiffres des bureaux d'études thermiques, jamais ça aurait été validé, quoi. Là, c'est toujours sur le même lieu, c'est donc dans ce parc-là, derrière le Palais Longchamp, au Chute-la-Vie. Et il y avait une ancienne grange qui ressemblait à ça quand on est arrivé, avec exactement les mêmes problématiques que la grande bastide principale en pierre. Simplement, ces murs ne sont pas faits exactement de la même manière. Au nord, donc là où il y a la flèche, si vous voyez la flèche, ouais, c'est des murs en pierre semi-enterrés, maçonnés avec de la terre, comme à peu près tous les immeubles et la bastide principale aussi de Marseille. Et parfois avec un petit peu de chaud, mais là c'est que de la terre. Ici c'est un mur en briques de terre cuite, une petite cloison en briques de terre cuite ici. Et tout ce qu'il y a là, c'est la façade sud du même bâtiment qui était en très mauvais état quand ils ont commencé les travaux, qui était vraiment en très mauvais état. Du coup il a fallu le déposer parce qu'il y avait eu infiltration d'eau et toute la charpente était en train de s'amenuiser. Et c'était un mur en briques, c'était que des petits remplissages en briques de terre cuite il suffisait de les pousser pour les faire tomber. Du coup, ils ont été démontés et on a proposé du coup de manière architecturale et artisanale. Donc on a fait un peu les deux missions, mais sans avoir, on leur faisait du conseil et on faisait la construction sur ce projet-là pour arriver à proposer deux techniques un tout petit peu plus poussées que le chaud-chanvre et la terre en termes de nous ce qu'on pouvait faire uniquement avec de la terre et de la paille. Et du coup, c'était deux nouveaux systèmes constructifs par rapport à la bastide, pas nouveau en soi. C'était un remplissage en terre paille banchée dans tout le mur de façade sud qui a dû être complètement déposé après que le charpentier soit venu reconsolider toute la charpente. Nous, on a encadré un chantier participatif pour faire du terre paille banchée, c'est-à-dire que c'est une technique beaucoup plus connue dans le milieu de l'autoconstruction que dans le milieu des entreprises, mais qui nécessite de uniquement avoir de la paille en vrac, paille de blé, paille de riz, peu importe, en vrac, avec un tout petit peu de terre argileuse bien liquide qu'on mélange et ensuite on vient la bancher entre un coffrage, on vient la compacter comme ça entre le coffrage et on monte petit à petit notre mur, ce qui nous permet d'avoir un remplissage de mur avec de la paille, énormément de paille avec un petit peu de terre, donc très isolant et en même temps avec un petit peu d'inertie et ce qui permet d'avoir énormément de confort. Donc c'est une technique qui est très lente, c'est pour ça qu'elle est intéressante pour les chantiers participatifs et qu'elle est difficilement devisable quand on est une entreprise de construction parce que c'est vraiment beaucoup de temps, même si la matière première elle coûte vraiment rien du tout. Et en plus de ça, elle est très très facile, on ne peut pas se tromper dans cette technique-là, elle est vraiment très très facile à mettre en œuvre et elle permet de faire des super enduits. Bref, elle a plein d'avantages techniques vraiment très concrets. Du coup, on voulait la proposer dans ce chantier-là, ce qui a été fait et tout se passe bien. Et l'autre endroit, c'était comment on fait la même chose que le chaud-chanvre projeté, c'est-à-dire la correction thermique avec quelques centimètres, entre 4 et 10 centimètres sur les murs, mais cette fois-ci avec de la paille, de la terre et du chanvre. C'était ça l'idée. Donc là, on voit quand on a décrouté tous les murs du bâtiment qui étaient avec des enduits en ciment, avec énormément de problématiques d'humidité aussi. L'idée, c'était pareil, de décrouter, de retrouver la pierre, d'attendre un petit peu, puis de la faire différentes couches d'enduits, dont la première très épaisse, qui s'appelle correcteur thermique, qui va nous permettre d'ensuite avoir des enduits de finition en terre. Il n'y a pas de photo du chantier fini. Ah si, le chantier fini ou presque fini ressemble plus à ça, à l'intérieur, où tous les murs ont été enduits, avec cette même logique d'arriver à conserver l'inertie, à réguler l'humidité et avoir du confort par ces deux aspects, sans avoir besoin de climatisation, notamment dans cette région-là. C'est vraiment un enjeu ultra important. Dès qu'on met le nez dans la construction à Marseille, tout le monde se base que sur
on fait des doublages en placo, isolation, laine de verre, laine de ce qu'on peut. Et par contre, la clim, c'est tout le monde, absolument tout le monde a la clim tout de suite, alors que ça engendre plein de problèmes que vous connaissez sûrement de pollution, de réchauffement et de dépendance aussi technologique. Donc là, c'est quand même des enjeux assez fondamentaux de pouvoir dire, en fait, on est très confortable sans climatisation dans ces bâtiments-là. Et en allant un peu plus loin aussi, avec que des matériaux naturels, on pouvait le rénover entièrement, et aussi jusqu'à la surface de la couverture, là, et jusqu'à ici, où c'est juste c'est pas des panneaux, c'est juste des lames de bois de Douglas ici, qui nous ont permis de faire la finition et de permettre d'isoler au-dessus, pour pas avoir de panneaux. Et le troisième projet qu'on a réalisé sur ce même tiers-lieu, ça s'appelle l'Appentis. C'est un projet, là, c'était dessiné au permis de construire, c'était un local technique, du coup ils étaient obligés de le faire réellement, mais en fait c'était une construction neuve, parce qu'il n'y avait pas du tout il n'y avait aucune construction à cet endroit-là, et on leur a proposé non pas de faire un local technique comme c'était dessiné, mais plutôt de le pousser un petit peu plus loin, et d'arriver à faire, ça fait 16 mètres carrés en tout, c'est vraiment tout petit, mais l'idée c'était de faire en chantier école, uniquement avec des matériaux naturels de la région, des fondations à la couverture, des chantiers de formation qui nous permettaient de montrer qu'avec les pierres des calanques qu'on a trouvé sur le Bon Coin à Marseille, et un formateur, un peu de chaux, un peu de sable, on a fait des fondations en pierre et un sol en pierre. Puis, il y a un charpentier qui est venu une semaine encadrer une équipe qui voulait apprendre de la charpente avec du bois régional, non traité, différents assemblages où à certaines faces on se passe de vis, on travaille différents assemblages pour permettre le remplissage de cette structure en bois avec du terre-paille ou avec des bottes de paille. Voilà. Et surtout une couverture avec des tuiles de réemploi et isolée en bottes de paille. Bref, c'est peut-être un peu trop technique, mais c'est tout ça pour dire que de A à Z, le bâtiment il a été fait uniquement soit avec des matériaux de réemploi pour les tuiles, soit avec des matériaux naturels de la région, et aussi pareil arriver à démontrer que c'est tout à fait possible, si on fait un petit pas de côté par rapport aux règles, de pouvoir construire facilement à peu près n'importe quoi, même en neuf, avec que des matériaux naturels de la région. Ça a donné ça. Ensuite, nous, on a tout dessiné, on a coordonné tout le projet avec les formateurs, etc. Mais on est aussi devenus les formateurs de la partie remplissage des murs et définition, parce que la terre du site qui avait été sortie pour refaire les fondations de la Bastide, en fait, elle était ultra intéressante pour la construction, comme le sont souvent les terres, mais celle-ci tout particulièrement parce qu'il suffisait de la tamiser, c'est-à-dire de la faire passer par un tamis pour avoir uniquement les grains moyens et fins, pour pouvoir faire très facilement des briques de terre crue, c'est-à-dire juste prendre cette terre-là, la mélanger avec de l'eau, la mettre dans des moules en bois et hop, soulever pour avoir des briques de terre crue avec la terre de site, sans avoir besoin de passer par une usine, sans avoir besoin de chauffage, etc. Pour maçonner ensuite ces briques une fois sèches sur le mur sud et dire qu'avec vraiment la matière du site, on peut faire un mur. Là, on a voulu juste faire le mur sud, mais on aurait pu faire les 3 murs. Et historiquement, c'est un matériau porteur, même s'il est plus normé aujourd'hui comme matériau porteur. Dans l'histoire, il y a des bâtiments qui aujourd'hui ont 500 ans et sont portés uniquement sur des briques de terre crue et qui font 7 étages, par exemple. Bref, donc ce petit bâtiment, il avait vocation à être démonstrateur, avec des petites bottes de paille au nord pour parler de l'isolation au nord, du terre-paille à l'ouest pour parler du mélange inertie-isolation, et beaucoup d'inertie au sud pour parler de la terre, ça isole pas, mais ça a plein d'avantages. Et le tout avec des enduits en terre à l'intérieur et chaud à l'extérieur. Ça a donné ça. Et d'ailleurs, il y a un peu de bauge d'ailleurs au-dessus des briques. C'était pour finir, on n'avait plus assez de briques. Bref. Et du coup, ça donne ça. Et en fait, c'est devenu nos bureaux à Marseille. Si vous venez à Marseille et que vous êtes intéressé par ce qui se passe dans ce tiers-lieu, il y a de la cuisine solaire, il se passe plein de choses intéressantes, et faites-nous signe parce qu'on sera peut-être dans ces bureaux ou pas très loin. Et on pourra échanger et vous présenter un peu ce qu'on vient de vous présenter avec cette présentation. Et maintenant, je ne sais pas si peut-être qu'on est pas trop dans les temps par rapport à votre soirée, mais on peut continuer. On avait préparé, c'est un peu déroulé des différents chantiers de construction qui avaient un rapport avec cette rénovation urbaine avec des matériaux naturels qui plus ou moins représentent la même chose que ce qu'on vient de vous raconter là, mais sur différents projets qui sont pas à chaque fois, qui peuvent être des projets tout à fait classiques, quoi. En fait, c'est une très bonne introduction à la partie construction, puisque ça, c'est un chantier où on a fait 17 000 briques, donc comme ça répondra à tes questions sur les briques.
Du coup, les briques de terre crue, ce qui est intéressant, enfin, on aime bien le montrer en projet, même si c'est pas pour le coup de la rénovation, mais c'est de la production de matériaux, parce que au final, la terre, c'est un matériau qui permet à l'artisan de produire lui-même ses matériaux et d'être autonome, parce que aujourd'hui, enfin avant les artisans produisaient eux-mêmes leurs matériaux, mais aujourd'hui les artisans ils sont dépendants des industriels, et aujourd'hui le parcours classique c'est l'artisan qui va chez Point P, qui achète des matériaux hyper chers et après qui pose ces matériaux qui ont besoin de moins en moins de savoir-faire pour être posés, alors que de base un artisan c'est quelqu'un qui connaissait la matière, qui savait produire ses matériaux et qui avait une indépendance par rapport à ça. C'est un peu comme dans l'agriculture. Aujourd'hui, l'artisan il est obligé d'acheter ses graines, alors qu'avant, on avait le droit de les reproduire. Et du coup, on trouve ça vraiment intéressant. Justement, quand on parle de résilience, comment tu es autonome pour construire sans industrie et sans toutes ces filières gigantesques qui sont mondiales. Quand on parle de construction bois, le bois, il peut venir de Chine, il peut venir du Brésil. Et là, on fait des matériaux de construction avec la terre de site, sans les chauffer. Et du coup, pour faire des briques de terre crue, au Tier Lab des transitions, c'était juste du tamisage parce que la terre était bonne pour être utilisée comme ça. Des fois, on est obligé de rajouter du sable ou de la paille. Typiquement, sur ce projet-là, c'est un mélange de 2 terres qui viennent de carrières d'à côté, donc une terre argileuse, une terre sableuse qu'on mélangeait. Et du coup, en fait, là, on voit la production des briques. C'est juste, en fait, on mélange ces terres avec de l'eau, une terre qui est adaptée à cette technique-là, et on vient la mouler dans des moules en bois qu'on démoule directement. En gros, tu démoules instantanément et après tu laisses sécher au soleil. Et en gros, ça sèche quelques jours comme ça. Dès qu'elles sont un peu dures, tu les retournes pour que ça sèche plus vite. Et au bout d'une semaine à 10 jours, tu peux les palettiser. Et ça finit de sécher. Et le séchage complet, c'est plutôt 3 semaines, 1 mois, avant de pouvoir les mettre en œuvre. Mais au bout de 3 semaines, 1 mois, sans être passé par une usine, tes briques, elles sont prêtes pour construire un bâtiment. De base, ça construisait des murs porteurs, même si aujourd'hui, en France, les normes ne l'autorisent pas. Et ça, du coup, c'était pour une œuvre architecture qui est un bâtiment qui accueille du public, donc quand même avec des grosses contraintes structurelles, ce qui fait que la brique n'est pas porteuse. Enfin bref, il y a eu plein d'allers-retours. Mais c'est un chantier intéressant, du coup, pour parler de la production des matériaux et sur le fait qu'on avait été appelé sur ce projet pour améliorer la ligne de production, parce que les artisans du Château Lacoste avaient été formés une journée à faire des briques, mais en fait ils s'épuisaient. En fait, c'est hyper important l'organisation dans un chantier de construction terre, et là en fait l'organisation faisait qu'ils s'épuisaient à faire 200-300 briques par jour, alors qu'il fallait plutôt qu'ils fassent 1000 briques par jour. Et du coup, on est arrivé pour améliorer ça. Et une des grosses améliorations de la ligne de production, ce qui est marrant, c'est que c'était d'enlever la bétonnière. Parce que en fait, souvent, on pense que la machine, elle va nous accélérer le travail. Dans plein de cas, c'est vrai. Mais il y a des cas où en fait, elle est plutôt handicapante. Et là, ça prenait une personne toute la journée à la bétonnière, qui du coup était une personne qui produisait pas des briques. Et du coup, on a remplacé la bétonnière après une idée lumineuse de Manu. Et du coup, on faisait le mélange au pied le soir à 4 pendant 1 heure. Et ce qui fait qu'on faisait tout le mélange pour le lendemain. Ce qui fait que le lendemain, on était 4 à faire des briques et plus 3. Et du coup, ça faisait que la ligne de production était beaucoup plus rapide. Et en plus, le mélange était de meilleure qualité parce qu'il est toujours mieux quand on l'a fait la veille. Ça, je le passe très rapidement. C'est juste la construction d'un mur empisé avec la terre de site sur une île. Mais du coup, ça parle un peu moins de rénovation urbaine. C'est un peu moins intéressant. Et Manu va vous parler de la rénovation du coup d'appartements marseillais. Alors, c'est juste pour... c'est des photos de chantier qu'on a fait d'un appartement dans un immeuble, mais c'est exactement le même principe. Donc, je vais peut-être pas trop m'étendre que ce qu'on vous a montré au Tier Lab des transitions, c'est-à-dire la Grande Bastide où les murs ont été décroutés, on retrouve la pierre, et là on fait un correcteur thermique, c'est-à-dire de la terre et de la paille dessus qu'on laisse sécher, et après on fait différentes couches de finition. Donc c'est ce qui s'est passé, en fait, on est arrivé, c'était les clients, ils avaient rénové, ils venaient d'acheter un appartement et ils voulaient entièrement le rénover, et presque l'entièreté, ils l'ont rénové avec un doublage, avec un isolant industriel et de la peinture. Il y a juste un mur où ils se disaient, bon là, nous on est intéressés par les constructions avec des matériaux naturels, on connaît peut-être pas encore très bien, du coup pas assez bien pour se lancer dans la rénovation entière de notre appartement. Par contre, on a vraiment envie de tester sur un mur qui nous reste dans notre planning là. Et du coup, c'était celui-là, le mur de la cuisine, où on leur avait préconisé que c'était un des endroits les plus intéressants pour mettre de la terre, pour absorber toutes les vapeurs d'eau de la cuisine, les surplus d'humidité.
donc voilà, on tombe sur ça. C'est un mur comme d'hab dans Marseille avec des enduits soit plâtre avec des peintures très fermées, du coup plus du tout perspirant, soit en fait carrément du ciment. Et en fait, il faut décrouter parce que c'est toujours la même chose. Le ciment est incompatible avec le bâti ancien fait de pierre, fait de terre, fait de bois aussi, même si c'est plus rare qu'on mette les enduits en ciment dessus. Mais en gros, c'est incompatible parce que l'enduit en ciment va bloquer la vapeur d'eau qui a envie de s'échapper du mur constamment et du coup va créer des surplus d'humidité qui vont jamais pouvoir s'échapper du mur. Donc la base, c'est d'arriver à enlever l'enduit en ciment et de le remplacer par des enduits qui, eux, laissent passer la vapeur d'eau pour que tout d'un coup, et le mur et la pièce soient avec un air sain. Et donc c'est ce qui s'est passé, on a décrouté, on est retombé sur la pierre, et là on a fait un correcteur thermique de quelques centimètres qu'on a laissé sécher avec une terre qui venait de... C'était 2 terres différentes, une de Cavaillon et un reste de chantier dans le Var à côté. Et ensuite, une fois que ces couches-là étaient sèches, on a fait l'enduit de finition avec une terre plus claire. Celle-ci, c'était un mélange d'une terre qui est fournie par quelqu'un qui est à Nice, qui a une terre un peu beige comme ça, qui est à Nice. Maintenant, on en a une qui est à peu près similaire, qui est à Aubagne, donc à 20 minutes de Marseille. Et voilà, l'idée, c'était juste de montrer que c'était tout à fait possible, réaliste, de monter des sacs de terre, de monter tous nos sacs de paille, etc., dans des appartements, et de pouvoir faire les mélanges à l'intérieur. De pouvoir, c'est une orga parce que c'est un peu plus sale qu'un chantier avec des panneaux où tu viens, tu poses, etc. Il va y avoir plus d'eau, il va y avoir plus de gestion de à quel point il y a de la boue sur ton chantier et comment tu gères tout ça. Mais avec un peu d'attention, on arrive à faire en sorte que ça ne prenne pas des ampleurs monstrueuses et que du coup tu peux faire ça dans un appartement et que ça reste nickel. Et surtout, ça apporte carrément du confort. Là, c'est juste un seul mur. Donc, ça n'est pas non plus révélateur, ça ne va pas changer tout le bâtiment. N'empêche que ça favorise la gestion de l'humidité, l'inertie, et pas compter uniquement sur l'isolation, comme l'a bien expliqué Alice tout à l'heure. Est-ce que ça répond un peu aux questions en milieu urbain? Parce que là, c'est juste un petit mur, mais il se trouve qu'on bosse aussi sur d'autres projets d'un peu plus grande ampleur en milieu urbain, mais qui ne sont pas encore terminés. Ça, c'était juste un enduit sur une cloison en milieu urbain aussi, mais c'est une cour avec des petites maisons en milieu urbain. Du coup, on dirait pas du tout qu'on est en plein centre-ville, mais il se trouve que c'est en plein centre-ville de Marseille. Et l'idée, c'était de pouvoir faire. Là, on vous en parle plus parce que c'est faire de l'accompagnement à l'autoconstruction. On voulait absolument vous en parler parce que pour nous, c'est intéressant comme format quand on parle des matériaux naturels, c'est de pouvoir dire que on n'est pas forcément une entreprise qui va faire tout en disant aux clients laissez-nous tranquille, on sait ce qu'on fait, on va faire ça comme ça. Ça peut être aussi 2 devis différents, un devis artisan, un devis accompagnement à l'autoconstruction qui vont avoir des prix vraiment différents où on permet aux gens de se dire ok, c'est des matières naturelles qui vont pas être agressives pour la peau, qui vont pas être très difficiles à mettre en œuvre, on peut vous accompagner, vous expliquer la technique. En fonction des profils des gens, ça peut prendre 1 journée, 3 journées, 10 journées, peu importe. Et après, on vous laisse tranquille, vous continuez sans nous et on peut revenir pareil, en fonction des profils, 1 journée dans 3 semaines. Enfin, on peut continuer l'accompagnement, mais c'est de l'accompagnement. On n'est pas là pour faire tout le chantier tout seul. C'est vous qui allez faire le chantier et nous, on vous accompagne autant que vous voulez, en fait. Donc, c'est ce qu'on a fait sur ce chantier. Ça, c'était trop cool parce qu'il y avait 2 énormes murs. Il y en a un qu'on a fait ensemble avec la cliente, notamment. Et le reste, elle l'a fait toute seule. On lui a laissé le mélange, on lui a laissé tout pour pouvoir le faire. Et elle l'a super bien fait, toute seule. Un super bel enduit de finition en terre chez elle. Du coup, elle était trop contente. Voilà. Ouais. Des d'artisans, bien ça. On dit ce qu'on veut, ouais. Comment vous organisez concrètement ces différentes casquettes-là? Est-ce que vous avez une société à plusieurs têtes? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est un petit flou juridique qui fait qu'on n'a qu'une entreprise, une scope d'architecture. Et du coup, on fait de l'accompagnement, on fait tout ça. Mais on est en train de créer une scope qui serait une filiale de cette société d'architecture, qui serait une filiale construction, qui nous permettrait justement de pouvoir vraiment avoir d'être réglo dans les 2 cases, quoi, d'avoir une garantie décennale architecture et des assurances aussi du côté construction. Donc c'est un peu un mix pour l'instant. Et tu veux compléter la réponse? Ouais, parce que moi j'avais compris la question plutôt sur un point de vue organisationnel entre nous, ou ouais. plutôt sur le juridique. Ok. Ah ok, bon bah très bien. Bah, ça c'était pour la partie juridique. Et parce qu'effectivement c'est problématique enfin voilà. Mais c'est pas impossible du tout.
Et sur la partie plutôt organisation au jour le jour, bah, en fait, déjà, toutes les années, elles changent, elles ne sont jamais pareilles. On a fait beaucoup d'années de bénévolat, on écrivait des choses, les expos, les livres, les trucs comme ça. Et en plus des petits projets à côté, on a fait des années où c'était que de l'archi. Là, on fait beaucoup de formation et de construction, beaucoup plus construction, en tout cas tous les deux à Marseille. Et un tout petit peu d'archi, ça change tout le temps. Voilà. Donc l'organisation, bah, on gère comme on peut avec toutes ces différentes activités. Voilà. C'est juste sur le juridique, peut-être je rajouterais juste que en général, outre le fait de devoir créer une filiale de construction, on fait attention, typiquement si tu as une mission de suivi de chantier, par exemple en tant qu'archi, si tu es archi en mission complète sur un chantier, tu n'es pas artisan sur le même chantier. Mais ça se fait assez naturellement parce que Raphaël, il fait beaucoup d'archi à Paris et nous, on fait beaucoup de construction à Marseille. Du coup, on travaille rarement sur des projets où on est nous-mêmes architectes, déjà parce qu'on n'a pas vraiment le droit. Et les rares fois où on le fait, c'est ce qu'expliquait Raphaël tout à l'heure, c'est typiquement sur un chantier de particulier qui est subventionné par Faire Paris, où là on va encadrer un chantier participatif. Donc c'est un peu un contexte particulier, mais on ne va pas être artisan sur ces chantiers comme nous, on fait un peu d'archi quand même à Marseille. On n'est pas artisan sur nos chantiers, sauf dans des cas vraiment particuliers, type encadrement de chantier participatif pour une raison particulière, quoi. Faire Paris, c'est un appel à projet du pavillon de l'Arsenal qui subventionne du coup des chantiers intéressants. Et là, typiquement, il va subventionner le fait d'organiser ces 3 chantiers participatifs dont il parlait là, à Fontenay-sous-Bois, avec les quenouilles, le terre-paille, etc., pour pouvoir aussi le documenter. Et le but de Faire Paris, c'est de faire une exposition au pavillon de l'Arsenal à la fin. Voilà. Mais pareil, on bosse comme archi sur un projet public à Marseille où on va potentiellement encadrer des chantiers participatifs. Mais ça sort un peu du cadre de l'artisan et de la mission complète. Donc dans ce cadre-là, ça marche, quoi. Oui. Alors oui, alors déjà l'activité de recherche avant elle était beaucoup bénévole jusque même à l'édition du livre là l'année dernière. Cette année on est trop content parce que le CAUE du Rhône qui accueille l'expo là pendant presque un an déjà loue l'exposition pendant l'année, donc ça rémunère a posteriori le travail de recherche de l'exposition. Et en plus, ils nous ont payé pour faire l'étude du territoire dont parlait Manu tout à l'heure sur les filières du Rhône. Donc on a été payé pour faire de la recherche cette année, ce qui est quand même super chouette. Et en plus, en effet, on a le crédit impôt recherche depuis 2 ans qui permet pareil de rembourser a posteriori une partie du temps que tu passes à faire de la recherche. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec les Ça Profite, et c'est vrai qu'on en a un peu moins parlé là. On a beaucoup parlé d'écologie, mais ce qu'on aime beaucoup dans la construction terre et aussi dans les travaux de recherche et dans l'utilisation des matériaux naturels, c'est beaucoup le rapport aux gens qu'on avait dans les enquêtes de terrain et l'accompagnement à l'autoconstruction, justement, si on aimait bien le montrer, c'est que, et les chantiers participatifs, c'est que c'est vraiment aussi la dimension sociale du chantier et qui est beaucoup permise par les matériaux naturels, parce que souvent, c'est des matériaux qui sont adaptés justement à des chantiers communs, du coup, à faire que le chantier, c'est plus un monde d'artisans, d'entreprises, mais c'est aussi un moment où on va échanger des savoir-faire, on va échanger des moments conviviaux. Et c'est vrai que cet aspect social, il est hyper important aussi dans notre pratique. Voilà. Du coup, oui, en effet, c'est milieu urbain de cloison. Et le chantier à Rouzy... en tout cas, c'est dans la suite un peu de cette idée-là. En général, on ne se déplace pas jusqu'à Lille pour faire des chantiers. Mais là, du coup, c'était intéressant parce que c'est un gros mur dans une mairie. Pour le coup, c'est de la construction neuve, mais qui voulait faire du coup un mur en chantier participatif et du coup drainer du monde autour de ce village qui, au final, est un peu délaissé. Rouzy, c'est un village avec finalement assez peu d'activités et c'est assez chouette parce que du coup ça mobilise 2 fois une semaine avec 10 personnes, c'est majoritairement des étudiants en architecture ou des gens qui viennent de sortir d'architecture,
qui viennent participer à un chantier. Et du coup, c'est hyper porteur parce que d'une part, ça leur apprend un peu des techniques qu'ils n'ont pas forcément beaucoup vues en école d'architecture. En plus, ça leur apprend à avoir, à mettre la main à la pâte et à avoir une réalité du chantier. Et en plus, ça fait un moment hyper convivial où pendant une semaine, tu vis dans un centre aéré, tu viens faire le chantier tous ensemble, tu discutes. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est peut-être une des réponses du coup, à la résilience dans la construction et aussi l'acte politique que peut avoir l'architecture, soit en produisant des matériaux et en devenant autonome sur la construction, soit en recréant des moments humains et de partage dans ces constructions, parce que ça s'est vraiment perdu. Et pareil, c'est comme les matériaux jusqu'aux années 50, ça se faisait beaucoup dans toutes les cultures dans le monde et aussi en France. Tout le monde participait à la construction d'un bâtiment public. Enfin, ça, c'est vraiment typique de ce qui se faisait traditionnellement, quoi, et qui s'est perdu, quoi. Ok, trop bien. Et ça, et sinon, pour vous expliquer ce que vous avez sous les yeux, c'est une grande cloison avec la technique qui s'appelle terre-paille en coffrage perdu, c'est-à-dire que c'est des coffrages de rouleaux de canis. C'est une technique qu'on utilise beaucoup plus vers la Camargue, vers le sud où on a ces roseaux, etc. Mais qu'on a réalisé ici parce que ça s'y prêtait bien pour ce type de chantier. L'idée, c'était d'aller assez vite, de remplir avec beaucoup de paille et un petit peu de terre la cloison, avec des rouleaux de canis qu'on va dérouler et agrafer au fur et à mesure, et ensuite faire des enduits terre dessus. C'est ce qu'on est en train de réaliser cette semaine, là en ce moment, sur le chantier à Rouzy, qui est à 1 heure d'ici en fait, où là c'est toute la semaine, on a enduit ce mur-là en 2 couches, avec encore une fois 8 personnes. Et ça, c'est les connus dont on parlait tout à l'heure sur un mur à la verticale et qu'on a réalisé aussi en chantier d'accompagnement à l'autoconstruction participatif. Où voilà, là, l'idée, c'était Nous, on est venus 3 jours, mais on a pu, avec toute une équipe, faire un travail avec un rythme plutôt cool et d'arriver à finir tout un mur d'un habitat groupé. Et voilà. C'est pour parler de ce format-là d'accompagnement à l'autoconstruction qui s'y prête bien avec la terre de site, avec les chutes de bois de ces maisons. Enfin, tout s'y prêtait très bien dans ce projet-là. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure avec de vie, des vies artisans, de vie accompagnement à l'autoconstruction, où c'est tout d'un coup, et c'est des personnes qui n'ont pas forcément énormément de moyens, parce qu'on est aussi appelé par des gens qui veulent de l'écologie et qui sont prêts à payer, mais c'est un peu... Ça questionne aussi sur en fait pour qui on bosse et pourquoi et dans quelles conditions. Là, c'est des gens qui ont un projet collectif assez jusqu'au boutiste en termes techniques et humains et pas forcément avec beaucoup de moyens. Et du coup, c'était de réfléchir à comment on peut leur proposer quelque chose qui soit agréable à faire pour eux, parce que c'est beaucoup des personnes qui sont un peu âgées, donc qui avaient la pêche, l'énergie de faire des choses, mais pas forcément l'énergie physique de faire des briques ou de faire des choses comme ça. Donc les quenouilles, c'était hyper adapté. Enfin, c'était de réfléchir au profil des personnes, et économiques et physiques aussi, pour réaliser des petits murs ou des grands murs en fait pour leur habitat. Et ça, c'est les chantiers dont Raphaël vous a parlé tout à l'heure avant de partir. Je pense qu'on ne va pas en parler spécifiquement. Non, il en a déjà parlé. C'est des chantiers en Île-de-France dont il a parlé tout à l'heure. C'est toujours la même démarche, en tout cas, d'utilisation des ressources naturelles du territoire. Voilà. Je pense qu'il est 20h20. On peut... Je pense ouais. que... On peut s'arrêter là. Merci Très bien. beaucoup Merci. à tous.